Alors bonjour, merci à vous d'être là pour un atelier du vendredi après-midi de lendemain de soirée. On va vous présenter, donc moi je suis Nicolas Barret avec Basile Segalen qui est le directeur général cofondateur de Timescope et Christian Berger, directeur général de l'Office du tourisme Pays d'Artois, Arras Pays d'Artois. On va vous présenter une expérience, l'atelier s'appelle Retour d'expérience. C'est pas vraiment une expérience, c'est un projet qui a été mené sur Arras avec la start-up Timescope. Donc l'idée, c'est aussi, à travers ce projet, voir comment une destination et une start-up peuvent travailler ensemble et quelles sont les difficultés et quelles sont les clés du succès. Pourquoi les destinations sont-elles amenées à travailler avec des startups ? Il y a souvent des bonnes, mais il peut y avoir aussi des mauvaises raisons. Pas tellement, un peu plus. Tu peux nous en envoyer si tu veux. L'innovation, c'est pas une mode, ça doit pas être une mode, ça doit pas être un gadget. Pourquoi, mais Christian nous le dira mieux tout à l'heure, pourquoi les destinations sont obligées de se poser cette question-là. C'est tout simplement que les comportements, les attentes, les usages de leurs clients changent et que s'ils ne s'adaptent pas à ces changements, ça va devenir très compliqué pour eux. Déjà que c'est pas simple. Donc un OGD, comme disent nos amis québécois, organisme de gestion de destination. Travailler avec une start-up, souvent ce qui va être recherché, c'est justement de trouver ces solutions, des solutions innovantes qui vont répondre à ces besoins, à ces nouveaux comportements des touristes et des visiteurs. Il y a aussi parfois des mauvaises raisons pour travailler avec une start-up. Alors il y a des raisons qui sont peut-être ni bonnes ni mauvaises, qui sont que ça permet, on verra, peut-être d'avoir des compétences qu'il n'y a pas en interne. On connaît rarement des offices de tourisme ou des CDT, ADT ou CRT qui ont un service innovation. Donc ça permet d'externaliser ce genre de choses. Parfois, il y a aussi des mauvaises raisons qui peuvent être simplement de vouloir faire brancher, donner une image jeune, dynamique, ou alors se dire je vais travailler avec une start-up parce que comme c'est des petits jeunes, ils vont pas me coûter cher. Ou voilà. Il n'y a pas toujours que des bonnes raisons. Pour une start-up, travailler avec des destinations, si on a un produit qui est dans le domaine du tourisme et de la culture, c'est relativement naturel. Souvent, moi, ce que je dis aux startups, c'est attention, si vous avez un business model qui repose 100% sur des offices de tourisme comme clients, risque d'être compliqué pour vous, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a de moins en moins d'argent public. Et jusqu'à présent, l'argent des offices de tourisme vient des collectivités. Donc là, il y a un frein, il y a d'autres freins et d'autres écueils. Paul, si vous étiez à la conférence ce matin sur l'innovation, Paul Arsenault en a parlé, des startups qui arrivent en prétendant avoir réinventé le truc magique et puis qui finalement ne connaissent pas forcément ni les comportements des touristes, ni le fonctionnement des organismes de destination. C'est difficile. Une des difficultés, et vous nous en parlerez principales, c'est que les temps ne sont pas forcément les mêmes. Le temps de décision d'une collectivité ou d'un office de tourisme, le temps des procédures, le temps de la décision budgétaire, de la décision politique, est un cycle relativement long, généralement au moins annuel, puisqu'on va voter un budget annuellement. Donc quand on a un projet, il faut l'inscrire dans le budget de l'année prochaine, quasiment. Donc on va être à plus d'un an. Tandis qu'une start-up, elle est pressée. Elle est pressée de grandir, elle est pressée d'avoir des clients, elle est pressée d'expérimenter, de tester, d'améliorer son produit et de se développer. Donc on a là déjà un premier décalage. Donc le contexte de cette innovation, c'est un tourisme qui change et qui change très profondément et très vite, même si l'activité touristique reste une activité humaine, de découverte, de rencontre. C'est une industrie qui a été profondément digitalisée,
Il y a à peu près que l'industrie de la musique qui a été plus digitalisée. Aujourd'hui, tout le monde réserve son transport, son hébergement via Internet. Et c'est même plus via Internet maintenant. Enfin, c'est toujours via Internet, mais c'est maintenant via son mobile. Donc ça subit encore des changements successifs importants. On peut le voir dans plein d'ateliers ici. On va même vers la fin peut-être du clavier à travers le vocal, le conversationnel, évidemment la data qui devient la donnée, enfin qui devient l'or de cette industrie avec tout ce qui est marketing prédictif, intelligence artificielle, etc. Donc on a un client qui est totalement connecté, qui s'attend à des choses, à des propositions qui sont authentiques, personnalisées, qui sont adaptées, qui comparent, qui choisit, qui recommande, qui est devenu l'élément qui a vraiment pris le pouvoir dans l'écosystème et dans le parcours de décision. Sur la visite en elle-même, c'est aujourd'hui presque devenu une banalité de le dire, mais il faut bien mesurer ce que ça veut dire. Nos touristes, ils ne souhaitent plus simplement visiter, découvrir, mais réellement être impliqués et vivre des expériences fortes. Le temps des vacances, le temps du voyage est vécu comme quelque chose où on doit vivre une expérience très forte. C'est difficile de le dire autrement, mais voilà, tout devient une expérience. Vous êtes les bienvenus, quand même. Et je vous... Voilà. Donc on va revenir dessus, mais les principaux facteurs clés de succès d'une collaboration entre une start-up et une destination, c'est évidemment, ça va être de pouvoir être en vision client, c'est-à-dire être bien conscient et construire son projet là-dessus des attentes et des besoins du public, parce que c'est vraiment pour les visiteurs, pour le public qu'on travaille, que les uns et les autres doivent travailler, sinon, si c'est pour se faire plaisir à soi seul, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Et l'idée de comment, mais ça, Basile et Christian vont témoigner de leur expérience, comment un projet se co-construit entre d'un côté une start-up et de l'autre côté un territoire. Et on accueille Brice avec plaisir et honneur. Assieds-toi, prends place. On verra qu'une des clés aussi, c'est pas simplement d'avoir un directeur d'office de tourisme et un brillant jeune dirigeant d'une jeune entreprise. Ça ne suffit pas. Il faut savoir aussi mobiliser les énergies, mobiliser tout un écosystème. Et on verra cette question de l'agilité. Qu'est-ce que c'est et comment ça marche. Et puisqu'on est dans une séquence positive, on va se dire que, on espère que ce que vous allez nous expliquer va le démontrer, qu'on est dans un processus où c'est pas forcément que la start-up, c'est pas forcément que le territoire qui va être accéléré, mais c'est bien une accélération réciproque. Voilà, je vous laisse la parole. Je laisse la parole à Christian d'abord pour présenter son territoire et les enjeux de ce territoire. Bonjour à tous. Comme on n'est pas très nombreux, je vais peut-être vous demander qui vous êtes. Ça me permettra peut-être d'adapter un petit peu plus le discours. Donc globalement... Là, pour la plupart, on n'est que des étudiants qui sont derrière. Donc, pareil dans le tourisme, bien évidemment. Donc, nous sommes voués, je pense, dans le futur à travailler avec des personnes comme vous. Et ensuite... Voilà, qui gère notamment la SCO 4. Et moi, je suis Brice Dution, je suis prof au Conservatoire des Arts et Métiers. Et voilà, je suis là par plaisir et j'ai interviewé aussi des gens dans le cadre d'un MOOC dont le titre s'appelle « Le tourisme c'est culturel » qui sera en ligne sur la plateforme Fun France Université Numérique en janvier 2019. Et d'ailleurs, pour information, Nicolas Barret était l'un des premiers interviewés au mois de juillet. Donc on a essayé de valoriser
la start-up mise en lumière ici à Pau dès l'année dernière, mais dans un MOOC qui sera projeté en 2019. Merci à tous. On est bien d'accord, le tourisme est culturel. C'est une activité culturelle. Ce n'est pas uniquement parce que vous allez aller voir de la culture, mais c'est sociologiquement culturel, le tourisme. Et puis après, c'est aussi, quand on est dans nos métiers sur les territoires, très politiques, très administratifs, enfin, bref, les trucs que vous connaissez souvent. Et c'est souvent ça qui gêne un petit peu. Le territoire dont on vous parle, c'est un territoire qui fait 255 communes, qui a une porte d'entrée qui est connue, qui s'appelle Arras, qui est vraiment la ville-centre, qui, pendant des siècles et des siècles, a toujours vécu avec son territoire rural autour comme ville-centre. Elle servait de refuge l'hiver, notamment aux grands propriétaires terriens qui cultivaient les terres autour et qui revenaient l'hiver dans des hôtels particuliers qui sont très très parisiens. Je crois que Nicolas, tu avais vu l'hôtel de Guines une fois. On a vraiment l'impression d'être à Paris, c'était copié. C'est aussi une ville qui a été refuge pendant les épidémies, et puis c'est une ville surtout qui a été détruite à 95% dans son centre lors de la Première Guerre mondiale. On n'a pas d'image forcément, on en verra un peu tout à l'heure, mais vous verrez, c'est une ville qui a eu beaucoup de chance. Elle a eu beaucoup de chance parce qu'elle est hyper bien située dans les réseaux routiers, et c'est séculaire. Elle a une gare TGV qui la met à 49 minutes de Paris. C'est juste une chance formidable. Ce qui fait qu'aujourd'hui, non seulement on va chercher des touristes, parce qu'ils n'avaient même pas pensé à aller chercher des touristes à Paris. Ils allaient les chercher en Nouvelle-Zélande, au Canada, et ils ne pensaient pas aller à Paris. Donc ça, c'est un gros changement qui a lieu aujourd'hui. Mais on a nos touristes qui sont à 49 minutes sur une offre qui correspond à toute une série d'insights consommateurs qui répond vraiment à un besoin des Parisiens, en tout cas des habitants des villes de plus de 100 000 habitants, où on compte à peu près en moyenne 39% de cas de stress de plus que dans les villes de moins de 100 000 habitants. Et donc cette ville, ce bourg-centre, peut donner le temps d'un week-end, parce que c'est plutôt ce qu'on vise, le temps d'un week-end ou d'un court séjour, une réponse, en tout cas une pause à des Parisiens stressés. Ils le sont pour les conditions de transport, souvent, qui sont longs et dégradés. Ils le sont pour des questions beaucoup plus sanitaires, notamment la pollution métaux lourds dans les grandes villes qui agissent sur les amygdales du cortex cérébral et qui les perturbent et qui stressent les gens. Et donc là, on a toute une série d'insights qui nous permettent de positionner le territoire comme un havre de paix, de calme, enfin bref, de choses comme ça. Mais c'est un territoire culturel. Un des symboles, on le verra, c'est Arras, mais là, vous avez par exemple, juste derrière, une citadelle qui est classée à l'UNESCO depuis 10 ans. On a fêté les 10 ans derrière. Et du patrimoine comme ça, on en a partout, avec toute la problématique que ça peut être pour des élus locaux, de pouvoir expliquer ce patrimoine, de pouvoir l'entretenir, et puis de lui rendre son épaisseur en fait, dans le temps. Et tout le travail qu'on a fait avec Timescope, ça a été de rendre de l'épaisseur au territoire dans le temps. On avait une épaisseur territoriale géographique, il fallait qu'on retrouve le temps long. Et donc c'est un peu la base de notre expérience. Et donc moi, je suis cofondateur de cette start-up qui s'appelle Timescope. Et on a assez humblement inventé une machine qui permet donc de voyager dans le temps pour mettre en valeur un territoire et lui donner aussi cette profondeur-là. Le point de départ simplement de Timescope, pour la petite histoire, c'est un voyage que j'ai fait avec mon meilleur ami Adrien Sadaka il y a quelques années à Pompéi. Je ne sais pas si vous êtes déjà allés à Pompéi les uns les autres, mais c'est une ville assez incroyable. On se balade dans une cité antique, on peut marcher dans les rues, mais on n'avait à l'époque pas du tout de dispositif innovant qui permettait de vraiment se représenter cette ville au temps fort de son histoire, le quotidien de cette ville, et également de pouvoir se figurer ce qu'était l'éruption du Vésuve, qui était un événement qu'on connaissait bien sûr, mais une application mobile par exemple ne permettait pas d'aller très loin. Et donc on a développé avec Adrien Sadaka et maintenant toute une équipe une solution qui s'appelle un Timescope. C'est le nom de la startup, c'est aussi le nom donc, de cette machine-là, qui est en fait une borne de réalité virtuelle en libre service. Quand on avait mis la main sur les premiers casques de réalité virtuelle qui sortaient tout juste à l'époque,
on s'est rendu compte que cet outil permettait réellement de répondre à cette frustration qu'on ressent bien souvent sur un site chargé d'histoire. On se promène, on arrive et on reste un peu sur sa faim, disons. Là, on a vraiment une solution qui permet, pour le coup, de révéler l'histoire, de faire vivre une expérience aux visiteurs qui repartent avec un souvenir, avec des émotions de ce qu'ils ont pu vivre in situ, vivre sur place. Donc le Timescope, c'est une borne de réalité virtuelle que vous connaissiez peut-être déjà si vous étiez là l'année dernière à Pau, parce qu'on a remporté le Startup Contest, et d'ailleurs doublement, parce qu'on a remporté à la fois le prix du public et le prix du jury. Donc c'était un double honneur pour nous, on était ravis. Depuis, vous nous connaissez peut-être aussi, parce qu'on a fait quelques autres installations. On existe depuis 3 ans maintenant, et on a aujourd'hui une trentaine de Timescopes qui sont installés un peu partout sur le territoire, avec pas mal d'inaugurations en 2017-2018, comme vous pouvez voir ici, des bornes qui ont des couleurs différentes. Vous avez une borne qui est ici rouge sur la place du château de Blois, vous avez des bornes bleues en haut de la tour Montparnasse, des bornes noires et blanches sur les toits terrasses des Galeries Lafayette également. Et à chaque fois, une expérience qui est vécue par à la fois on va le voir d'ailleurs, des riverains et des touristes, des visiteurs du lieu qui viennent sur place et qui ont l'occasion gratuitement de faire une expérience. Enfin, la plupart du temps, c'est gratuit et c'est quelquefois payant avec un monnayeur sans contact, mais la plupart du temps, c'est offert aux visiteurs qui peuvent du coup découvrir vraiment la richesse d'un territoire, son patrimoine, plonger dans le passé. Et c'est ce qu'on a décidé de faire avec Christian, avec Philippe Rapneau à l'époque également. On a eu l'occasion en fait de se rencontrer. Et de cette rencontre est né le projet qu'on va vous présenter aujourd'hui, qui met en valeur le pays d'Artois. Mais peut-être qu'on peut revenir un peu sur cette première rencontre, qui était sur les quais de Seine à Paris, et qui est un peu à l'origine du projet. Merci. Je salue l'entremetteur d'ailleurs de la rencontre, Nicolas, à l'époque. C'est quoi ? Je vais essayer de vous le faire le plus simple possible pour vous dire que tout ce qu'on vous raconte habituellement sur la lenteur des territoires, c'est de la connerie. Tout ce qu'on vous raconte habituellement sur l'incapacité de prendre des décisions dans les territoires, c'est de la connerie. Ça dépend des gens. Et donc à un moment, et c'est pour ça que c'est une chance et non pas un problème que ce soit des étudiants qui soient dans la salle, à un moment, c'est vous qui ferez la différence. Parce qu'on va vous parler de rencontres là. Je parlais au président de la communauté urbaine d'Arras depuis... Nicolas, on s'était vu en début d'année là-dessus. Pendant 3 mois, je lui en parle, mais je le vois à chaque fois entre 2 trucs. Je lui dis, Philippe, il faut que tu vois ça, c'est super, c'est vraiment génial. C'est vraiment le truc qu'il nous faut. Ça s'inscrivait dans une politique d'innovation globale de la destination. On avait implanté avec Nicolas des séances qu'on appelle des tea time, qui permettent aux acteurs du tourisme de se réunir autour de thématiques, enfin, tout un tas de trucs. Un changement complet et radical de la destination sur son implantation sur le digital. Et pour moi, le Timescope, quand Nicolas m'en a parlé, c'était une preuve tangible du changement. Poser quelque chose sur le territoire, c'est quelque chose que tout le monde voit, et notamment les élus. Et donc j'en discute avec Philippe, et puis il ne m'écoute pas, en fait, globalement. Et à un moment, je vais voir son secrétariat, je dis « Nada, tu me dis quand il est à Paris, tu me bloques 2 heures, je l'emmène à l'hôtel de ville et je lui fais rencontrer Timescope. » Elle m'arrange le truc très facilement. On est au mois d'août, fin juillet, début août, je pense, en 2017. Et il essaye. Et comment il a fait ? Il a fait comme tout le monde. L'effet Timescope est toujours à peu près le même. Vous vous mettez dedans, vous rentrez vraiment, vous êtes immergé dans l'histoire que ça vous raconte, et quand vous faites ça, vous faites ouf. Et il nous a fait ça. Il en a acheté 3 tout de suite. Lentement, comme dirait M. Barret, lentement, en bon institutionnel, je pensais commencer à faire ça en 2018. Il me dit, oh, le premier, on le met en décembre de cette année. Et là, moi je dis, bon, ok. Qui est-ce qui a eu peur ? La start-up, qui s'est dit, ceux-là, ouf, ils commencent à nous raconter qu'on va être prêt en décembre. On les connaît, les gens sur les territoires, ils vous disent des trucs, puis finalement, c'est 3 ans plus tard que le truc arrive. On a implanté le film dans le Timescope
à 2 minutes 30 de l'inauguration, au mois de décembre. Et vous savez pourquoi ça marchait? Parce qu'on est tombé, c'est vraiment une histoire de rencontre. On est tombé sur une start-up qui nous comprenait. Basile ne l'a pas dit, mais il pourrait insister sur le fait aussi que sa formation permet d'aborder la culture de façon intelligente. Et on a mis tout de suite une équipe projet qui n'était pas que l'office. Il y avait tous les institutionnels qui étaient autour, mais pas celui qui fait ça avec un parapluie, celui qui avait envie d'agir. Et donc on a été très très vite. Et est-ce que, avant de rencontrer Timescope, vous aviez déjà des réflexions de type réalité virtuelle, réalité augmentée, ou est-ce que c'est la rencontre avec Timescope qui a satisfait, que vous avez connecté avec le besoin que vous aviez de valoriser tel ou tel endroit ou tel élément du patrimoine? Ou est-ce que vous étiez déjà dans une recherche de techno, Si vous n'avez pas de stratégie, n'appelez pas Timescope. C'est votre job d'abord, c'est de comprendre comment vous allez faire vivre votre territoire, le faire rayonner. Et après, il y a des outils qui sont plus ou moins connectés en termes de valeur à ce que vous faites. Là, on est tombé pile poil sur le bon outil parce qu'on avait écrit une stratégie. Moi, j'avais passé 1 an sur un DESS sur le marketing digital. Et donc, j'étais dans une dynamique très claire sur ce que je cherchais. Je venais de me faire virer de mon job. Donc j'avais compris pourquoi je m'étais fait virer de mon job. Je venais d'avoir un nouveau job et j'avais dit au nouveau job, ok, mais je veux être mandataire social et je veux pas qu'on vienne me faire chier tous les jours. C'est moi qui décide parce que je suis le mandataire social de la SPL. Et donc on choisit une forme juridique qui correspond aussi à notre état d'esprit. Et finalement, c'est parce que tout ça est aligné qu'à un moment, quand on se met à travailler, ça va tout seul. Alors on ne connaissait pas Timescope à l'époque. J'en ai parlé dans un mémoire, je crois, quand même. On ne connaissait pas Timescope à l'époque. Mais ça correspondait pile poil à ce qu'on cherchait. Et on va expliquer pourquoi ça marche, quoi. Et c'était une double chance, en effet, pour nous aussi, parce que ce qui était génial avec vous, c'était que très vite, on était dans une logique de parcours. Il y avait une vision, justement, derrière. On sentait bien qu'il y avait cette préparation initiale. On a commencé Timescope, je vous le disais, il y a 3 ans. Il y a 2 ans, on a installé la première borne. Et on avait au début des bornes un peu ici et là qui commençaient à s'installer. Là, très très vite, c'était un peu une des premières fois. Et maintenant, on est de plus en plus dans ce type de démarche avec l'ensemble de nos clients et partenaires. On est dans cette logique de parcours et dans cette logique où on se dit, on ne va pas juste installer à un moment donné, pendant quelques mois, une borne pour faire vivre une expérience. On va construire peu à peu ce cheminement qui va révéler plusieurs lieux du territoire. L'un des intérêts en fait, de Timescope, c'est qu'à l'heure du tout numérique, justement, des apps mobiles, etc., en fait, là, on a quelque chose de très concret, de très tangible, qui marque le territoire aussi. Les bornes sont aussi des sortes de totems qu'on peut personnaliser et qui viennent incarner cette stratégie-là très concrètement. Vous êtes sur place, vous arrivez, vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vous dit télécharger une application. En fait, la borne est déjà là. Et vous pouvez tout de suite, c'est très simple d'utilisation et très grand public. Hein. J'en ai pas parlé très longuement, mais on peut ajuster à sa taille. On se rend compte qu'on a des personnes âgées comme des enfants qui font l'expérience. On n'est pas uniquement sur la réalité virtuelle pour les jeunes, pour les geeks, vraiment pas. Même si ça marche très bien auprès des jeunes et auprès des geeks, on est plutôt sur un usage très grand public et sur ces colonnes, ces machines qui sont vraiment très accessibles et immédiatement reconnaissables. Et ce qu'on constate dans ce projet, c'est que à chaque installation nouvelle, en fait, ça vient relancer aussi les installations précédentes et ça permet de tisser peu à peu ce lien-là. En fait, la stratégie, elle s'incarne aussi comme ça, comme une mélodie que vous faites, note par note. En fait, justement, ça construit une partition. Et très concrètement, on plonge les visiteurs dans l'histoire très riche de cette région, dans l'histoire du pays d'Artois, où ce qui est passionnant pour nous, qui faisons à la fois la borne, mais aussi le contenu, l'expérience proprement dite, c'est qu'en fait, on peut raconter différentes histoires. Quand on s'est assis à la terrasse d'un café, après avoir fait la démo avec Christian et Philippe, en fait, très vite, l'histoire, elle nous a été contée par eux-mêmes. C'est eux qui connaissent leur territoire. Nous, on connaît notre produit, nous, on sait comment mettre en valeur une histoire, mais au départ, l'histoire, elle vient pas de nous. Et ce qui était génial, c'est que très vite, on se disait, OK, en fait, il y a une richesse infinie. On pourrait raconter énormément de choses. Et l'enjeu était plutôt de se dire, qu'est-ce qu'on sélectionne? Par quoi on commence? Et on a commencé par
une première installation qui est pas très loin d'Arras, qui est à Neuville-Saint-Va, qui est donc la bande que vous voyez en haut, qui a été installée donc en décembre, donc entre août et décembre. Le temps était en effet relativement court. Et pourquoi cette petite commune-là? Parce que justement, il y avait quelque chose à révéler sur place. En fait, c'est une petite commune sur laquelle en fait, on a un monument des fraternisations, qui rend hommage aux Français et aux Allemands qui, pendant la Grande Guerre, en 1915, à l'approche de Noël 1915, ont fraternisé, ont décidé de sortir des tranchées et de faire une sorte de micro-paix de quelques mois, de pouvoir fraterniser, échanger une poignée de main, du vin et un peu de nourriture. Et donc en fait sur ce site-là, il y avait un cimetière assez grand, il y avait le monument en lui-même, et maintenant vous pouvez trouver un Timescope qui est installé et qui vous permet de vous retrouver plongé vraiment dans les tranchées en 1915. Et donc bien sûr c'est très différent quand vous vous rendez sur place dans un monument et que vous essayez de sentir un peu, de rendre hommage par votre pensée à ce qui a pu se dérouler ici. C'est très différent par rapport à ce que vous allez vivre concrètement quand vous êtes vous-même avec les poilus dans la tranchée à vivre cette expérience-là. Et ça vous marque beaucoup plus. C'est un élément important. En fait, la réalité virtuelle permet de marquer beaucoup plus l'attention et de marquer beaucoup plus les visiteurs. Si vous avez un panneau historique simplement, vous allez lire des choses, vous allez retenir éventuellement quelques informations, mais ça va être perçu par votre cerveau comme une information, ça va être traité par votre cerveau comme une information. Alors qu'avec une expérience immersive, c'est plutôt justement l'émotion, ça va être la mémoire, ces zones-là du cerveau qui sont concernées. Et vous repartez en sachant qu'ici, il s'est passé ça, parce qu'en fait, vous l'avez vécu quelque part. La première, donc voilà, on est dans les tranchées. Alors c'est un peu sombre ici, mais je vous invite à faire la démo tout à l'heure. On a un Timescope qui est à l'étage et qui permet vraiment de vivre cette expérience notamment. Mais vous voyez, le Timescope est juste ici. Là, vous avez un enfant qui est en train de faire l'expérience. On l'a installé en effet et mis en route 2 minutes avant l'inauguration, mais en plus c'était sous une tempête de neige, donc c'était assez intéressant aussi. On est sur un site vraiment un peu perdu au milieu de nulle part, hein, dans l'absolu, mais voilà, c'est aussi conçu pour ça, c'est conçu pour être accessible à tous, notamment sous la neige, des moments de vent assez forts, et ce que en fait personne ne peut vraiment faire autrement que par ce dispositif sur ce type de lieu-là. Peut-être juste sur ce type de lieu, tu peux peut-être dire quelques mots ? On est extrêmement marqué par la Première Guerre mondiale. Moi, je dois avoir sur le territoire plus de 270 cimetières militaires de toute nationalité. J'ai les instances du Commonwealth qui sont présentes. L'endroit où on fait les tombes pour le monde entier dans les cimetières du Commonwealth, c'est chez moi. Tellement ça a été impactant. Donc ça a été impactant, mais il n'y a plus de traces. Ou les seules traces qu'on ait aujourd'hui, globalement, c'est les cimetières eux-mêmes. Les cimetières, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour pouvoir raconter quelque chose, pour rendre immersif. Alors on peut raconter plein de choses quand même, mais à un moment on est un peu court. Et tout le reste, le paysage, il est comme ça, c'est de la plaine. C'est pour ça que les combats ont d'ailleurs été aussi rudes sur ces endroits-là, parce que la moindre petite butte, il fallait la prendre. Ça pouvait durer des jours, des semaines. Et donc les gens tombaient par milliers là. On était 3 000 4 000 par jour qui tombaient, hein, qui mouraient sur ce territoire. Je crois que c'est en 2002, il me semble, il y a eu un film qui s'appelle Joyeux Noël, que vous connaissez. Et ça se passe là. C'est là où est implanté le Timescope. C'est Christian Carillon qui est l'auteur du film, qui est originaire de cette zone et qui a fait Joyeux Noël. Et le film a cartonné, Palme d'Or, enfin bref, une belle notoriété, mais il raconte une connerie. Parce que c'est romancé, donc il fallait que ce soit beau avant tout. La connerie, c'est qu'il n'y a jamais eu de fraternisation telle qu'il les raconte. Les Anglais, les Allemands et les Français en même temps, ça n'existait pas. Et donc les fraternisations étaient soit parfois entre Anglais et Allemands, entre Français et Allemands, mais jamais comme ça. Et on voulait re-raconter l'histoire, on voulait vraiment expliquer ce qui s'était passé, mais de façon émotionnelle. Et quand tu disais est-ce que vous aviez une stratégie, est-ce que vous voyez un petit peu le digital, ce qu'il vous fallait, en fait, ce que nous on savait, c'est qu'il fallait qu'on soit sur place pour vraiment réinterpréter le lieu. Pour que l'effet soit waouh, il fallait être là. Et bien finalement, il n'y a que Timescope qui arrive à faire ça.
Aujourd'hui, je ne connais pas une autre start-up qui, parce qu'elle a développé ce mobilier-là, avec l'implantation dans le mobilier du film qu'on va voir, qui peut permettre ça. Parce qu'une fois que vous êtes sorti du film immersif, finalement, vous êtes sur le territoire. Et vous regardez le territoire. Et vous le comprenez, vous le réinterprétez une deuxième fois. Et donc, c'était vraiment important. Sur cette première création, on a travaillé donc en effet avec une équipe, avec des historiens également, notamment Alain Jacques, et sur la base de documents, là aussi, qui nous ont été transmis et partagés par Christian, par Philippe, par l'Office de tourisme Arras Pays d'Artois. Ce sont des carnets, en fait, des carnets de Caporal, Louis Barthas, qui avait raconté ces épisodes de fraternisation. Et en fait, ça c'est un point, mais un peu en passant. On travaille toujours sur la base d'archives. On fait un travail en fait de pré-production. On va rassembler des documents iconographiques. Ça peut être des photos d'époque, des gravures d'époque, des plans bien sûr. Il y a un moulin qui a été détruit le long de ces tranchées, donc on a repéré exactement où est-ce que c'était. Et sur la base de ces éléments-là, et aussi donc de textes en fait, de récits qui sont des récits historiques, on va recréer ensuite les choses le plus fidèlement possible. Et tout ce que vous verrez dans un contenu Timescope a été certifié par des historiens. C'est un point qui n'est pas du tout anecdotique pour nous. Le côté voyage dans le temps, ça ne fonctionne que si en fait, on est sur quelque chose qui est juste, qui est fiable historiquement. L'archéologue a été regardé pour voir si c'était les bons fils de fer barbelés de cette année-là, parce qu'ils ont changé pratiquement tous les ans. Et donc on est dans ce détail-là, en fait. Et quand on travaille avec l'équipe de Timescope, l'équipe est dans la même culture du détail. Et donc c'est extrêmement important, parce qu'on pourrait avoir une bande de geeks qui dit bah, on va vous dessiner un truc, machin, et puis on passe à côté parce que ça n'a pas de valeur. Là, on est vraiment en train de parler des mêmes choses. Et quand on est en mode projet, on est la même équipe. Il n'y a pas la start-up et l'office et le service archéo. Tout le monde est autour du projet, il n'y a que ça qui les intéresse. Et ça, c'est important aussi à avoir en méthodologie. Dès qu'on avait inauguré cette bande-là, et c'était ça qui était donc génial, je vous disais tout à l'heure sur la logique de parcours, on a enchaîné, en fait, toujours avec la même équipe, c'est-à-dire start-up et toute l'équipe qui avait été constituée, différents acteurs du territoire. On est parti sur la création d'un nouveau contenu, d'une nouvelle expérience, toujours sur le territoire, mais pas au même endroit exactement, pour cette fois-ci montrer une autre époque aussi. On est cette fois au cœur de la citadelle Vauban. Arras a une citadelle, comme pas mal d'autres villes du territoire. On a toute une série de très belles citadelles qui ont été construites par Vauban. Et là, il y avait aussi un calendrier assez intéressant. En effet, on avait les 10 ans du classement UNESCO qui arrivait. Et une histoire assez intéressante à montrer, en fait, qui s'est un peu imposée à nous dans les différents échanges qu'on a pu faire et avoir, c'est simplement de se dire la citadelle, elle a été construite à un moment donné par Vauban. Tout bêtement. Et donc si on montrait ce chantier-là, si on montrait Vauban lui-même, venu ici, on le devine encore une fois, il est là et on a un degré de détail qui est assez fort aussi. On a reproduit la cicatrice que Vauban avait sur sa joue dans la modélisation du personnage, parce que ce type de détail, c'est ce qui fait la force et la qualité du contenu et de l'expérience en fait. Et donc on se retrouve là, on est dans la citadelle qui existe toujours aujourd'hui, qui n'a plus cette fonction militaire mais qui existe toujours aujourd'hui. Et vous avez le Timescope et vous voyez, vous reconnaissez en fait ce qu'il y a autour de vous. Simplement vous voyez aussi tout le chantier que c'était, tous les ouvriers qui portent le bois, qui portent tous les éléments qui permettent de construire cette citadelle. Et on y intègre aussi dans ce contenu une expérience un peu de réalité augmentée, parce que c'est assez intéressant aussi de pouvoir comprendre le nom de chacun des bâtiments, de comprendre à quoi ils servaient les uns et les autres. Et donc on a des points d'intérêt qui apparaissent. En fonction de là où vous regardez, vous avez aussi des informations qui vous sont transmises. Et enfin, on en est là, hein, mais on espère bien que le parcours va continuer et qu'on aura d'autres installations. Mais la plus récente, elle a été inaugurée lors des Journées du patrimoine. Donc en septembre, le mois dernier, on a inauguré ce 3e Timescope en Pays d'Artois, qui est en fait cette fois vraiment dans la ville d'Arras, où on peut découvrir, il y a toujours cette place, on est au cœur de la ville, on est sur la place des héros, et on fait un bond dans le temps, mais encore une fois une nouvelle époque. Donc 3 lieux, 3 époques pour 3 expériences différentes, et cette fois-ci vous vous retrouvez 500 ans en arrière,
Et c'est assez fort parce qu'à cette époque-là, en fait, on avait sur la place des héros déjà une ambiance, une atmosphère assez différente. Alors, il y a toujours un marché, et là on est dans le marché du XVIe siècle, mais on avait également des bâtiments qui ont disparu aujourd'hui, qui n'existent plus aujourd'hui, et que l'archéologue Alain Jacques avait mis au jour justement il y a quelques années. Donc ces travaux avaient permis de faire des expositions, de faire comprendre qu'il y avait différents monuments qu'on voit juste ici. Donc en fait, ces travaux-là nous ont permis de travailler et de refaire les modélisations. Donc on travaille, ce que je vous disais, sur la base d'archives historiques. On va avoir des gravures, on va avoir des plans, bien sûr, mais on peut également travailler sur la base de premières modélisations qui ont pu être faites. En l'occurrence, ces modélisations avaient servi justement à différentes expositions et permettaient de découvrir donc notamment la Maison Rouge et la chapelle de la Sainte-Chandelle. Donc on découvre des bâtiments qui n'existent plus du tout aujourd'hui, et Timescope retravaille ça pour les modéliser disons à la sauce Timescope. Ce qui est pas mal aussi, c'est que on peut malgré tout, même si on est sur des époques différentes, retrouver une forme de cohérence d'une expérience sur l'autre, parce que c'est la même équipe, à la fois côté territoire et côté start-up, et donc on peut avoir vraiment une sorte de touche qu'on reconnaît bien. Et là, vous voyez ce que ça peut donner en termes de bâtiments. Toute la place a changé en termes d'habitation, en fait, parce que toutes les façades des maisons ont plus grand-chose à voir. Et cette expérience-là, également, je vous invite à la faire juste au-dessus si vous le souhaitez. C'est assez saisissant quand on est vraiment dedans. Et peut-être le mieux, c'est de vous lancer un petit film teaser si on arrive à le faire fonctionner. Ou... On va voir si ça fonctionne ou pas, si on a bien une connexion Internet. Ouais. Donc on va pas avoir le son, donc du coup je vais pouvoir commenter en direct, mais en fait simplement sur la base des différents éléments qu'on a modélisés pour l'expérience qui est proposée dans le Timescope, on peut ensuite en tirer des images qui viennent servir également d'autres supports, comme ici un film teaser, où on a d'abord fait des captations en timelapse aujourd'hui, et voilà, vous vous plongez dans le temps, 500 ans en arrière, vous découvrez la place du petit marché. Et donc voilà, ça permet également des diffusions sur YouTube, sur les médias sociaux, sur votre site internet. C'est maintenant la cover Facebook d'ailleurs de la page de l'Office de tourisme Arras Pays d'Artois. Et donc ça permet de sortir également, de faire connaître cette expérience et de faire venir les gens qui ensuite aussi veulent faire l'expérience sur place, l'immersion proprement dite, parce qu'ils ont vu des premières images. C'est vraiment cette logique de teasing qui fonctionne très bien. On incite, il y a un call to action très clair, c'est venez faire l'expérience, c'est accessible 7 jours sur 7, accessible à tous, de jour comme de nuit, vous pouvez venir et faire l'expérience. Cette dernière borne est intéressante parce que logiquement on aurait dû commencer par là. Si on avait voulu dire au territoire, vous allez voir, ça marche, on l'aurait implanté là parce que c'est là où on a les flux. On l'a implanté à l'endroit le plus improbable, le premier, là où il y a le moins de flux. D'ailleurs, des flux qu'on ne connaissait même pas parce qu'on ne savait pas très bien qui passait sur cet espace-là. Ça nous a permis, avec la réalité virtuelle et donc la borne qui est là, d'ailleurs maintenant de voir à peu près qui peut y passer, puisque les gens l'essaient assez facilement. Il n'y a rien d'autre à faire que de l'essayer, pratiquement, quand on est. Donc on voit ce qui s'y passe. Et c'est, je pense, le Timescope où on a le meilleur retour, je crois, en France sur l'ensemble des Timescopes, parce qu'il y a tellement peu de gens qu'ils ont le temps de s'installer, de le regarder. C'est sur une thématique qui est très forte, enfin bref, donc ça joue beaucoup. Et le dernier qu'on installe, je l'ai installé en dernier parce que les élus du territoire ne parlaient que de la Première Guerre mondiale, tellement ils étaient marqués. Et ils voulaient me faire un truc, c'était là le beffroi, c'est de me dire, tu le fais tomber, et tu le fais réapparaître comme on a fait juste après la Première Guerre mondiale. Puisque toute la place, cette place-là, elle date telle qu'elle est aujourd'hui, elle date du 18e. Il y a un préfet de la reconstruction qui a classé toutes les façades alors qu'elles étaient démolies, ce qui était un truc extraordinaire, et qui a permis de rebâtir exactement comme c'était. Et donc c'est pas du tout cette chose-là. Et moi je leur avais dit, non, il faut retrouver un peu notre histoire longue. On a des traces qui sont incroyables. On travaillera très certainement sur un des prochains, sur les traces romaines.
qui sont en plein cœur de ville. Et donc, moi, je voulais retisser l'histoire longue de la ville et de son territoire. Et donc, le Timescope me permet de fabriquer ça. Et plus j'en implante un petit peu partout, et plus finalement, je suis dans le parcours où je peux raconter par l'accueil sur le territoire la stratégie marketing que j'ai mis en place. Donc, c'est ça qui est aussi essentiel. Et puis alors, on a une couverture presse qui était pas mal. Et ça a très bien marché, comme souvent quand on fait des inaugurations, des installations, on a beaucoup de médias. Je pense que ça coche pas mal de cases. Il y a une histoire qui fait vraiment sens. Il y a la logique un peu start-up, il y a la réalité virtuelle, il y a le voyage dans le temps. Ça fait quand même pas mal de... pour un journaliste, le travail est pas déjà fait, mais disons que c'est pas trop compliqué de raconter quelque chose. Et en plus, ça plaît bien, c'est qu'on a aussi beaucoup d'utilisateurs qui très vite en parlent autour d'eux. Enfin, on peut avoir, en tout cas, pour un journaliste, c'est la même chose. Il suffit de venir sur place, de tendre un micro et vous avez le retour tout de suite d'une personne qui vient de faire l'expérience. Donc c'est quelque chose de très concret qui parle très vite. Et donc en effet, voilà, on a la une de La Voix du Nord, on a un reportage sur France 3 qui serait pas mal aussi. J'aimerais bien pouvoir vous le montrer. Ah oui, si on n'a pas le son, c'est vrai que c'est un peu dommage. Je vous enverrai, je mettrai le lien pour que vous puissiez le voir également. Mais très concrètement, vous verrez que c'est vraiment... très, très positif et en plus on a ces retours directement des utilisateurs, donc on était ravis de cette inauguration. C'était en présence du maire de la ville, le maire d'Arras, Frédéric Le Turc, qui est président du CRT et qui était présent donc sur place. En effet, c'était la troisième borne, c'était la première qui l'inaugurait, mais ça a fonctionné très bien cette inauguration aussi. Voilà la borne sur la place, là vous la voyez très concrètement du coup. Donc vous reconnaissez je pense un petit peu, vous voyez quand même que les façades ont bien changé, le beffroi est finalisé aujourd'hui. Et ce qui est assez sympa aussi, c'est qu'on est vraiment au cœur de la vie de la ville. Enfin, on a vraiment des commerçants tout autour et ça s'inscrit en fait, c'est un mobilier urbain un peu d'un genre nouveau, mais ça s'inscrit dans le territoire aussi. On a une borne qui va juste changer très légèrement de couleur prochainement parce qu'on est dans sur une place historique aussi et donc on va se fondre encore un peu plus dans le décor. Donc ça arrive très prochainement parce que comme je vous le disais, on peut personnaliser les bornes. Et enfin, je t'en prie. Moi, j'ai une question pour vous et peut-être aussi pour vous. Vous avez montré que, voilà, Première Guerre mondiale, Moyen-Âge, déjà Moyen-Âge, ça doit être plus compliqué. Vous modélisez, vous reconstituez à partir de sources historiques, donc photos pour la Première Guerre mondiale, gravures, plans, témoignages, etc. Comment ça se passe quand on attaque des périodes, je pense à l'Antiquité, mais encore plus à la préhistoire, où on n'a pas forcément ni de photos, ni de gravures ou de choses comme ça? Quand je parle des traces romaines, on a vraiment l'élévation romaine qui est sur le territoire. Ça a permis, et c'est la chance qu'on a, c'est de travailler avec Alain Jacques, qui est archéologue, qui est celui qui a fait les fouilles. Et donc il y a tout le feedback en fait culturel, scientifique qui est derrière. Et donc on peut amener le. Et je pense que, enfin, je crois que oui, on a un comité scientifique qui gère ce genre de ressources et qui nous a permis déjà à l'ASCO 4 d'avoir un dispositif numérique qui, alors c'est de l'interprétation pour la préhistoire, mais qui est validé quand même par un comité scientifique. C'est ça, c'est que sur la préhistoire ou même un peu sur la romanité quand même, on va être dans une part d'interprétation, mais qui est celle des scientifiques, validée. oui, il y a des marges. J'ai le problème sur la citadelle. Il n'y a aucun écrit qui nous explique comment étaient faits les toits. On ne sait pas si c'est de la tuile ou c'est de l'ardoise. Parce que Vauban, selon les lieux, a parfois choisi tel ou tel. Et donc là, j'ai des historiens qui, depuis qu'on a installé, se fritent un peu sur les toits de la citadelle. Mais bon, on a fait un choix à un moment. Alors, pour conclure un petit jeu... Il y avait une question. Ah, pardon. Oui, c'était une question pour rebondir un petit peu. Est-ce qu'il y a eu des lieux où il n'y avait pas assez de ressources et ça vous a bloqué et vous avez décidé de pas du tout vous pencher sur certains lieux à cause de...
Pour l'instant, non, ça n'est jamais arrivé dans notre histoire. On n'a jamais. Enfin, c'est plutôt dans le sens que ça fonctionne en fait. Souvent, c'est parce qu'on on a un lieu, on a une histoire, et donc on a souvent quand même quelques sources qu'on est contacté et qu'on peut venir la révéler. En effet, quand on n'a pas suffisamment de sources, on peut être dans une forme d'interprétation. Nous, notre position, c'est aussi que ça peut être simplement de le dire. On a une voix off dans l'expérience Timescope, et on peut très bien dire à un moment donné, soit dans la voix off, soit dans l'expérience en elle-même, soit le dire un peu au-delà sur la page par exemple du projet sur le site de Timescope. On peut raconter comment on a travaillé, et aujourd'hui même la communauté scientifique, la communauté est assez disons, positive sur des travaux qui respectent une démarche scientifique. C'est surtout ça qui compte. Et après, bon, concrètement, l'un des lieux où ça a été le plus compliqué, c'était la place du château de Blois, donc sur un autre territoire, où en fait le choix qui était fait, c'était vraiment de choisir une période où on avait peu d'éléments. C'est un moment où Jeanne d'Arc est venue visiter le château de Blois. Enfin, elle est venue dans une collégiale qui était à cet endroit-là. Et on a très très peu de sources de cette époque-là. Donc nous, on poussait plutôt sur d'autres périodes. L'assassinat du duc de Guise, on se disait que c'était assez intéressant, qu'on avait plus de ressources. Mais en même temps, c'est un échange, c'est une coproduction. Et c'est l'un des points qui est ici mis en avant un peu dans la synthèse de cette présentation. Comme on est dans cet échange-là, en fait, nous, on ne va pas forcément décider pour notre client, on va faire des recommandations éventuellement, mais on va surtout l'écouter et voir ce qu'on peut raconter, comment le raconter. Et souvent, on trouve quand même beaucoup de sources. Si ce n'est pas exactement comme ça que la collégiale était, en l'occurrence, on sait que c'est une collégiale qui aurait pu être vraiment comme ça, parce qu'à cette époque-là, dans la région, elles étaient comme ça. Donc c'est en effet un travail qu'on peut faire sans trop de difficultés. Alors moi j'avais une question, ça concernait du coup Timescope. Je pense peut-être, ou pensez-vous que le dispositif Timescope deviendra un dispositif qui va se démocratiser complètement, et ce sur toutes les régions? Et si c'est le cas, est-ce que vous travaillez peut-être déjà en fait sur d'autres dispositifs qui seront les nouvelles innovations en fait de demain en termes de projection, et est-ce que vous avez ce genre de... Alors, tout à fait. On y travaille, en tout cas, cette démocratisation. C'est en effet nouveau. Et ce qu'on aime bien quand on est sur un territoire, justement, dans une logique de parcours, c'est qu'on est connu, de plus en plus connu. Et donc après, il y a un réflexe qui peut se créer, même de la part des visiteurs, quand ils arrivent autre part, de se dire « Ah, mais il pourrait y avoir un Timescope, en fait, ici. » Et pourquoi il n'y a pas de Timescope encore? Et nous, on est ravis quand on entend ce type de discours, quand on voit sur les médias sociaux des gens qui suggèrent des lieux eux-mêmes, des lieux où ils aimeraient revivre telle histoire. Et vous avez sans doute, dans vos 10 dernières destinations, à plusieurs reprises, vous êtes peut-être dit ah, mais il pourrait y avoir quelque chose ici. Et maintenant que vous avez vu cette présentation, j'espère que vous le direz encore plus. Donc j'espère bien que ça va se démocratiser. On y travaille, toute l'équipe Timescope, pour en effet développer cet usage. C'est déjà démocratique en quelque sorte par l'accès, par le fait que tout le monde peut accéder à cette expérience-là. Vraiment, on a les riverains, on a les touristes, on a les enfants, les ados, les adultes et les personnes âgées. Donc on a conçu les personnes à mobilité réduite aussi. On a un système qui permet d'accéder quand on est en fauteuil. On veut vraiment dans la plus grande accessibilité. Donc voilà. Après, donc sur votre question sur l'évolution des technologies, on est déjà à la pointe quand même. Hein. C'est pas mal avec la réalité virtuelle. On est sur ce nouveau média qui est vraiment très récent. Hein. Ça a quelques années tout juste. Oui, ça je sais. Mais c'est vraiment pour, par exemple, je sais pas moi, est-ce que vous avez déjà une idée de ce que sera le tourisme peut-être dans 30 ans ou voire même plus loin, parce que du coup vous êtes vraiment en fait dans la technologie même, et du coup ce que je veux dire vraiment c'est que votre projet il est excellent, et je pense que c'est quelque chose qui Merci. va se répandre en fait sur les autres régions, donc tout le monde pourra du coup avoir peut-être Timescope un peu partout en France, et dès lors alors à ce moment-là quelle sera votre suite à vous en fait? Merci beaucoup encore une fois. Et donc oui, on a justement en fait on fait de la R&D, donc recherche et développement en interne chez nous, pour continuer d'étudier les nouvelles technologies également. On a d'autres bornes qui vont aussi voir le jour, qui seront adoptées peut-être plus à des lieux indoor. Donc vraiment des musées par exemple qui aujourd'hui n'ont pas besoin d'une borne qui résiste aux tempêtes de neige de Neuville-Saint-Va. Donc on travaille bien sûr aussi à l'évolution de notre produit. Et l'idée après en effet, quand on aura un peu couvert le territoire, aujourd'hui on a 30 bornes, mais demain peut-être qu'il y en aura 300, 3000 un jour, on verra bien. Il peut y avoir aussi une cohérence et des logiques en fait justement de parcours qui seront intéressantes à creuser, ou des expériences qui seront, mais ça je peux pas, à 30 ans vraiment j'ai pas du tout de vision, mais on peut très bien imaginer avoir des dispositifs complémentaires. Il y a une autre
autre start-up qui travaille d'ailleurs avec toi, Christian, qui permet aussi de faire des visites sur le territoire et qui inscrivent en fait justement les Timescope comme des lieux de visite en quelque sorte aussi, enfin des expériences à faire sur place. En fait, assez peu de gens, et peut-être que ceux qui affirment le contraire, il faut écouter avec un peu de méfiance, est capable de dire c'est quoi le tourisme dans 30 ans. Ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on a vu la réalité virtuelle arriver, il y a beaucoup de gens qui ont dit c'est la fin du voyage. On va rester sur son canapé dans son salon et on pourra voyager avec son casque, visiter les musées. Dans la culture, c'est un débat qu'ils ont encore. De se dire si je mets tout, si je numérise mes œuvres, si je peux visiter mon musée avec un casque depuis chez moi, est-ce que les gens ils vont plus venir dans mon musée? Et ce qui est particulièrement pertinent dans le cas de Timescope, c'est que l'idée, elle est d'enrichir la visite in situ. Et c'est là où on voit la richesse. Vous vouliez dire quelque chose? Je veux deux petites questions. Un peu. Ouais. Et je finis comme ça permettra d'avoir une indication. Quand on regarde les chiffres de vente de la réalité virtuelle, c'est pas une technologie qui décolle commercialement. C'est pas une technologie grand public. Elle décolle sur des secteurs très précis. Nous, il y a un besoin, ça marche, on est prêt à mettre de l'argent dessus parce que ça reste une technologie qui est relativement chère à fabriquer et donc elle ne décolle pas. C'est vrai pour la réalité virtuelle, c'est pas vrai pour la réalité augmentée qui, elle, est une technologie qui se développe beaucoup plus facilement, c'est moins cher et donc ça se développe beaucoup plus facilement. Mais c'est une technologie qui se fait pas comme ça, quoi. Donc ça joue sur le marché. Oui, vous avez parlé à un moment donné, c'était la question que j'avais moi quand j'ai testé là-haut, c'était justement par rapport au matériel sur l'accessibilité PMR. Ça me semblait justement pas un matériel adapté, donc tant mieux s'il l'est. Mais de quelle manière justement le matériel s'adapte pour accueillir ces visiteurs? C'est en effet. Donc on a eu très tôt dans la construction de ce produit, de la première borne de réalité virtuelle, même dès notre prototype, la première borne qu'on a installée place de la Bastille, ce souhait d'avoir vraiment l'accessibilité la plus universelle possible. Les enfants, ça allait de soi, parce qu'on est allé simplement avec mon associé, donc meilleur ami, à Montmartre. On a regardé les longues vues touristiques qu'on connaît, voilà. Et on s'est rendu compte que plus personne ne les utilisait, sauf les enfants qui tirent leurs parents pour éventuellement avoir la possibilité de mettre une petite pièce. Et donc on s'est dit, bon, on ne peut pas y couper, bien sûr, il faut que ce soit accessible aussi aux enfants. Et donc on a développé cet ajustement à la taille, parce que le problème d'une borne qui pivote à 360 degrés, c'est que si vous mettez un marchepied comme sur les longues vues traditionnelles, ça devient vite dangereux d'être dessus, de tourner, etc. Donc on a un ajustement à la taille qui permet à pas mal de gens de faire l'expérience, et des enfants à partir de 6-7 ans. Et pour fixer la hauteur en question, en fait, on a intégré justement les normes PMR, donc les personnes à mobilité réduite, il y a des normes assez strictes là-dessus, en fait, simplement, et qui permettent, donc les Timescope permettent de faire une expérience de VR. On ne va pas demander à une personne en fauteuil roulant de faire le tour, pour le coup, de la borne. Donc en fait, il y a un mode spécifique qu'on peut développer, qu'on peut créer, et dans ce cas-là, on lance le mode et ça tourne, si vous voulez, pour vous-même. C'est-à-dire que l'expérience tourne, vous n'avez pas besoin de tourner autour de la borne. Mais en tout cas, en termes de hauteur, on est exactement à la bonne hauteur pour les personnes à mobilité réduite. C'était un point essentiel pour nous, notamment parce qu'en plus, ça nous était demandé assez vite par certains de nos clients, comme les aéroports de Paris, par exemple. On a des bornes qui sont à Roissy et qui dans l'appel d'offres, en fait, faisaient entrer ce type de considération. J'avais une autre question par rapport au dispositif. Alors, je suis complètement séduite, mais après, par rapport, de quelle manière vous appréhendez la chose quand vous êtes sur des sites fermés, culturels, avec un accès payant, le site, je crois. Le visiteur, à ce moment-là, est persuadé que tout lui doit être disponible dans un certain délai, etc. On ne va pas démultiplier les bornes dans un château, par exemple. Donc, de quelle manière vous arrivez à gérer le turnover pour qu'il n'y ait pas du déceptif derrière et que la clientèle soit quand même à des moments où les flux sont importants. Dans le domaine public, je pense que ce n'est pas la même chose. Les gens sont ravis d'avoir ce petit plus qui est accessible. Quand on est dans un domaine privé, on est tout de suite plutôt dans le CEDU. On a payé pour y rentrer, donc on devrait avoir l'accès. De quelle manière vous arrivez à gérer ce... Pour gérer les flux, parce qu'en fait c'est la question des flux, ce qui est certain, c'est qu'on a une contrainte avec la réalité virtuelle, qui est que c'est une expérience à la première personne. Pour être immersif, il faut être un peu seul dedans. Il y a des dispositifs qui existent où on est plusieurs dans une salle, mais c'est très vite très complexe. Et donc on s'éloigne un peu d'une solution clé en main, qui est on installe un Timescope, on se branche,
a fortiori dans un lieu indoor, c'est vraiment assez simple. On a juste besoin d'une prise de courant standard. Enfin, vous pouvez voir là-haut, je ne sais pas si vous avez vu quand on est arrivé avant-hier, mais ça s'installe en très peu de temps. Mais donc du coup, pour gérer cette question des flux, il y a deux réponses. La première, c'est que souvent les contenus sont assez courts, en fait, malgré tout. On est sur un film qui dure 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes maximum, pour qu'assez vite on puisse voir combien de personnes sont devant nous et se dire ok, j'ai 4 minutes à attendre, 6 minutes à attendre, c'est assez gérable. Et la deuxième réponse, malgré tout, c'est un peu cette logique d'avoir plusieurs timescopes. Donc en haut de la tour Montparnasse, par exemple, on a 4 bornes qui sont installées au dernier étage de la tour Montparnasse. Et du coup, ça marche, elles tournent en continu, les 4. Donc on a quand même pas mal d'utilisateurs qui peuvent faire l'expérience. Dans quel espace, du coup? C'est dans l'observatoire panoramique de la tour Montparnasse. Et donc il y en a 3 qui sont au 56e étage et une sur la terrasse, donc vraiment en extérieur, avec cet avantage de pouvoir avoir une borne qui résiste aux intempéries. Et ma dernière réponse, c'est qu'on développe, donc je le disais, une nouvelle borne qu'on annoncera très prochainement et qui est conçue pour le coup vraiment aussi pour répondre dans des lieux fermés à ce besoin qu'on peut avoir de faire vivre l'expérience à plusieurs personnes en même temps. C'est-à-dire que quand vous faites l'expérience sur cette nouvelle borne, en fait, on a aussi un écran pas tactile, un écran sur lequel on diffuse en temps réel ce que la personne est en train de regarder. Et donc ça permet d'avoir à la fois justement cet usage un peu collectif, un peu familial, et donc ça tourne assez bien. On constate aussi, parce qu'on a une borne au 104 à Paris, où on a beaucoup d'enfants, mais ce qu'on constate assez souvent, c'est que c'est assez familial comme usage. Quand on a une famille, en fait, les gens d'eux-mêmes se partagent les jumelles. Si on est tout seul à Neuville-Saint-Va, on peut rester pendant toute la durée du film et regarder. Mais en revanche, souvent, on constate ça, en fait. L'adulte, le parent, regarde et ensuite ajuste à la taille directement pour son enfant, qui enchaîne l'expérience. Et donc... Tout à fait. Pour conclure, Christian, trois points positifs, enfin 1, 2 ou 3 comme tu veux, points positifs pour une destination de travailler avec une start-up et 2 ou 3 points sur lesquels c'est pas si évident que ça. Ouais, ou alors des clés facteurs de succès, quoi, en fait, hein, parce que je pense qu'il faut que vous croyiez en ce que vous faites. Ça, c'est le premier truc. Il faut être sûr de soi. Si vous êtes sûr de ce que vous voulez avancer, vous embarquez les élus. Et donc, il faut y aller. Les gens, dans ce pays, on a beaucoup, et dans nos métiers, on a beaucoup de gens qui se disent « Ah oui, mais c'est toujours difficile avec les élus, etc. » Ouais, bah oui. Ouais, mais bon, enfin, moi, j'avais un père qui travaillait en usine, c'était pas simple non plus. Donc, faut y croire, faut vraiment avoir de la conviction, et c'est parce que vous avez de la conviction que vous ferez changer les choses. C'est un territoire qui était à 1000 lieues du digital. À 1000 lieues. Il n'y avait rien de digital. N'empêche qu'ils ont basculé très facilement. Donc ça, pour moi, c'est ça. D'abord, y croire. Deuxièmement, vous dire que vous n'êtes jamais tout seul. Et il faut toujours être en équipe projet. Et c'est la meilleure façon d'aborder les startups. Parce qu'elles sont continuellement dans ce mode-là. Donc si vous êtes dans le même mode qu'elles, vous allez fonctionner très vite. Et troisième point, il faut considérer la startup comme faisant partie de votre boîte au moment où elle travaille pour vous. C'est pratiquement une espèce d'intégration sur le temps du projet. Il faut vraiment l'avoir comme ça. Ce qui permet de se discuter tranquillement et puis d'avancer très très vite. Moi, je dirais ça. Super. C'est ce qui permet de faire une présentation aujourd'hui aussi ensemble. Et on est ravis du coup. Et merci à tous d'être venus. Si vous avez d'autres questions ou si vous voulez tester le Timescope, encore une fois, si ce n'a pas été encore fait, surtout n'hésitez pas. Il vous attend et... qu'on soit là ou non, vous pouvez faire l'expérience. Merci à tous. Merci.